vous, Anne-Sophie. Merci Anne-Marie. Donc moi la demande, on a répondu à un appel à projet, donc c'est la direction qui a commandé en fait via un CLACT des projets innovants, donc la mise en place des exosquelettes sur le GHT 85. Donc on a un peu plus de 10 000 agents. Après, moi, j'avais carte blanche. Je savais qu'il fallait répondre à un projet innovant, donc mettre en place des exosquelettes. On a commencé à mettre en place les exosquelettes dans le service logistique. Donc, j'ai rencontré plusieurs fournisseurs et on a commandé 3 exosquelettes plumes avec la société HMT, avec Kevin à mes côtés, et 2 ceintures Jappé pour le service logistique aussi. Moi, dans mes missions, voilà, j'ai tout le territoire vendéen et je suis proche du terrain. Souvent, les cadres de santé et les médecins du travail m'interpellent quand il y a des douleurs, des troubles musculo-squelettiques dans les services. Et là, je vais vous présenter 2 services où on a mis en place les exosquelettes. Alors, le premier, c'est le test en maxillofacial. Donc, on avait pas mal de problématiques de douleur au niveau des épaules dans ce service-là. Je vous arrête 30 secondes juste pour bien... Pardon, je vais vous embêter tout le temps. Juste pour vous expliquer qu'il y avait vraiment bien 2 types d'application des exosquelettes. J'allais dire les plus classiques et les premiers ont été, j'allais dire, dans les fameuses fonctions transversales d'appui qu'on retrouve dans d'autres métiers, avec des spécificités pour celles-là, bien sûr, mais par exemple la logistique, un certain nombre globalement de métiers d'appui. En revanche, il y en a encore très peu, et bravo Anne-Sophie d'être là-dessus, et bravo finalement à votre GHT aussi, qui sont vraiment sur les métiers soignants. D'abord parce que, si je peux me permettre, souvent les métiers de soignants taisent leurs mots. Donc les soignants, et qui sont à 75% des soignantes, se plaignent pas. Donc c'est pas toujours facile. Et en même temps, il y a toujours une forme de difficulté, on le verra tout à l'heure en discussion, mais comment accepter ça. Donc vous avez choisi par exemple celui-là. Pourquoi vous l'avez choisi aujourd'hui? Donc là, on est complètement en chirurgie là. Oui, complètement, oui. Je l'ai choisi aujourd'hui parce que c'est un exosquelette qui fonctionne encore à l'heure actuelle. Donc, quand je vous disais, il y a beaucoup de douleurs au niveau des membres supérieurs, mais l'exosquelette n'est pas apparu comme un outil de prévention dans un premier temps. On a déjà travaillé avec l'ingénieur biomédical pour refaire toute la salle d'opération parce qu'il manquait cruellement de place. Après, moi, j'ai installé des sièges avec des supports bras qui maintiennent les bras en mouvement. Donc voilà, c'est passé quand même par une grosse étude ergonomique avec des gros budgets derrière, et l'exosquelette est arrivé tout à la fin en fait dans les mesures, enfin les moyens de prévention. Donc c'était une solution possible, oui, parmi un ensemble déjà d'investigations finalement très lourd pour regarder ce qu'était générateur de TMS et voir ce qu'on pouvait arranger autrement. Tout à fait, oui. C'était vraiment dans une démarche de prévention globale. Voilà, ça arrivait vraiment tout à la fin des moyens de prévention. Là, on arrivait au bout de ce qu'on pouvait faire. Et donc, la mise en place d'exosquelettes pour nos soignants qui étaient vraiment en demande de ça. Donc voilà, on l'a mis en place avec leur accord sur la base du volontariat. On a testé sur plusieurs jours. Et c'est vrai que c'est un exosquelette qui a beaucoup plu. Et peut-être on peut enchaîner là-dessus sur le qui a beaucoup plu globalement par rapport à quoi? Quelles étaient par exemple vos appréhensions, ou bien les appréhensions, j'allais dire, aussi bien de la soignante que aussi des chirurgiens et de l'équipe autour, parce que encore une fois, un exosquelette on le voit sur une personne, mais la question c'est bien aussi l'acceptation de l'ensemble de son environnement. Comment ça s'est passé? Donc moi, c'était vraiment une demande des soignants. Donc au début, effectivement, on avait toujours cette fameuse appréhension du Robocop. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, ça fait venir toutes les collègues autour de cette personne qui a l'exosquelette sur elle. Et ça fait parler, ça fait débattre, ça suscite la curiosité. Et en fait, grâce à ça, j'ai mis en place aussi un exosquelette au bloc opératoire chez la chirurgienne qu'on voit à droite, de par la curiosité qu'elle avait. Après, Robocop, c'est un gros nom, parce que c'est vrai que l'exosquelette plume, ils se fond vraiment dans la masse, contrairement à d'autres exosquelettes que j'ai pu tester. Là, on l'a mis sous la tenue, hein, donc ça passe très bien, il est très léger.
et il suit vraiment les mouvements du corps. Il n'y a rien qui dépasse au niveau des épaules, donc c'est vraiment ça a vraiment été pensé pour la réalité du travail, en tout cas chez nos soignantes ici. Juste 2 secondes, on va revenir à vous, mais peut-être question pour Kevin de ce côté-là. Donc vous êtes le concepteur, intégrateur de ça. À ma connaissance, c'est vraiment l'une des premières fois où une salle d'op, d'un certain côté, est équipée. Comment vous avez réagi à cette question-là, voilà, et vos équipes, enfin, ceux qui ont aidé les équipes d'Anne-Sophie? Ouais, en fait, dans la conception qu'on réalise de nos exosquelettes, on a toujours pensé la conception de nos produits par rapport à l'humain qu'on va aider. Donc de base, il y a très peu de freins dans la conception. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a pensé à l'humain dans n'importe quel travail. Aujourd'hui, on parle de plumes pour aider les épaules dans les blocs, mais on équipe des éleveurs laitiers aussi, parce qu'ils ont les mêmes problématiques humaines, biomécaniques. L'idée, c'est que derrière, par contre, nous, on est très contents et on découvre des métiers presque tous les jours. Et c'est vrai que le milieu de la santé aujourd'hui, en tout cas chez HMT, c'est pas un milieu qu'on était sur lequel on était depuis le début. Mais ce qui est hyper enrichissant, c'est, comme on l'a dit, on est plutôt sur des exosquelettes à la base pour la logistique, pour des métiers où il y a beaucoup de manutention. Mais parce qu'en fait, dans l'imaginaire de tout le monde, on pense que l'exosquelette, c'est pour porter des charges lourdes, donc on va se diriger vers des problématiques de charges lourdes, donc logistique. Donc en fait, c'est juste dans le mœurs des gens qu'on pense que l'exosquelette, ça peut servir à que ça. Et montrer de nouveaux métiers comme ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est génial parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles de où l'exosquelette peut être utile pour, pour tous les corps de métier en fait. Et merci Kevin. On va revenir à Anne-Sophie de ce côté-là. Donc on était vraiment dans une salle d'op, et finalement effectivement là c'est pas un port de charge, c'est une posture qui doit être très très ferme. Effectivement quand il y a chirurgie derrière, mais voilà. Donc ça c'était ça pour la question de la chirurgie maxillo-faciale. L'autre exemple que vous souhaitiez, c'était un exosquelette en réanimation, dans une salle de réanimation, et donc avec toutes les exigences. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Je reviens juste 30 secondes sur les maxillos. En fait, ce qui est intéressant, c'est pour les extractions des dents de sagesse et pour les biopsies temporales. En fait, c'est des maintiens constants en position statique, prolongés dans le temps, face à face au chirurgien. Donc là, l'infirmière maintient ses instruments pour que la chirurgienne puisse avoir une vue globale sur la bouche du patient. Donc là, c'est les postures contraignantes avec effectivement le poids des bras qui malheureusement donne des douleurs, des TMS aux IDE. Donc pour la réanimation, moi ça fait plusieurs mois que je travaille avec la cadre de santé qui a mis une nouvelle organisation du travail, un nouveau protocole pour le bio-nettoyage des chambres en réanimation. Donc là on est passé au 100% naturel, donc on a banni les produits chimiques par la mise en place d'un Sanivap. À chaque départ de patient, les soignants doivent nettoyer les salles du sol au plafond, en passant par les murs, les lits, enfin tout ce qu'il y a dans une chambre de réanimation. Avec ce nouveau système, on a vu une élévation des troubles musculo-squelettiques au niveau des bras, des épaules, des poignets, parce qu'il y a la lourdeur de la poignée du Sanivap, il y a le câble qui pèse très lourd au niveau du Sanivap, et en plus c'est un nettoyeur à haute pression, à haute température, donc qui peut fragiliser le système osséo-oculaire. Donc, effectivement, on a déjà fait une étude ergonomique en amont de tout ça, sans même penser que j'allais mettre en place les exosquelettes dans ce service. Donc cette étude ergonomique est ressentie, donc on aboutit à un travail en binôme obligatoire, imposer des micro-pauses aussi dans ces tâches, et en plus de ça, on a trouvé une petite astuce sur la mise, je ne sais pas si vous allez voir sur la photo tout à gauche, mais nous on est doté de rails plafonniers dans les chambres de réanimation. On s'est dit, pour alléger le port de charge au niveau des épaules, des bras, des poignets, on va mettre le câble du Sanivap sur le moteur du rail plafonnier. Donc ça, c'est une démarche assez intéressante qui a pu alléger aussi les postures contraignantes et le poids du dispositif.
Bravo et merci à vous. Et juste dans le concept, parce que je trouve qu'il y a une cohérence complète et une convergence complète entre la préoccupation, j'allais dire, que vous avez d'un certain côté d'être plus propre, c'est-à-dire qu'en matière justement d'hygiène, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques, donc d'aller vers une durabilité garantie hors produits chimiques, hors risques chimiques. Et finalement, nos exosquelettes, enfin, je veux dire, c'est sur quoi moi qui m'a beaucoup séduit votre exemple, et c'est sur quoi nous on travaille au cercle depuis un petit moment, c'est aussi la durabilité, si on peut dire, du jargon, mais du capital humain, c'est-à-dire du fait qu'on est tous et partout confrontés à je veux dire, des équipes, des équipes qui vieillissent, et puis qu'on a besoin de retenir, dont on a besoin d'anticiper la pénibilité, et l'exosquelette de ce type-là va complètement dans ce sens-là. Un mot à rajouter, Kevin, et puis on va passer peut-être après à l'autre exemple. Vous, de ce côté-là, à la fois sur cet exemple-là, et puis peut-être sur d'autres que ça peut vous rappeler dans d'autres secteurs. Alors, ce que je pourrais juste rajouter par rapport à ce projet spécifiquement, c'est que du coup le travail d'Anne-Sophie, il est hyper intéressant. C'est qu'aujourd'hui elle arrive à organiser en fait des pré-déploiements d'exosquelettes, ce qui est aujourd'hui quand même difficile à faire, parce que il faut du temps. Anne-Sophie prend du temps pour le faire, pour venir accompagner en fait les personnes, parce que comme elle a dit, c'est sur la base du volontariat, c'est comme ça qu'on commence en tout cas, et qu'on démarre des projets d'exosquelettes qui fonctionnent, pour venir accompagner ce changement, et que ces exosquelettes soient quelque chose, soient des équipements du quotidien comme d'autres équipements, dans l'objectif de préserver le capital santé de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui est important à retenir, parce qu'on a beau intégrer des exosquelettes et se dire on va mettre un exosquelette en place, il faut pas oublier que il faut accompagner ce changement pour que ça fonctionne, et c'est ça aujourd'hui sur lequel il faut se concentrer, et aussi c'est le plus difficile, donc bravo pour ce travail. Ouais. Mais merci de rappeler ça, parce que effectivement quand on voit et quand on parle nous d'innovation, et on voit la solution technique qui est indispensable, c'est-à-dire que si la solution technique est pas bonne, on serait même pas là, quoi. Il y aurait rien à intégrer, où on voit bien en gros ce que seraient les difficultés. Mais sur la discussion qu'on avait encore hier avec Anne-Sophie au téléphone, et qui va dans ce sens-là, c'est l'importance du temps. C'est-à-dire qu'en gros, l'humain, enfin nous, avant qu'on arrive à accepter les choses et qu'on arrive à intégrer, il faut du temps, et c'est du temps pédagogique, du temps d'accompagnement. Il faut pas brusquer, beaucoup écouter. Moi, c'est ce qui m'a aussi frappé à les voir fonctionner les uns et les autres, c'est la façon dont vous écoutez finalement comment une personne supporte, et peut-être qu'une personne supportera pas ça. Et donc, alors j'avais pas la photo de votre équipe, Anne-Sophie, mais vous disiez combien de monde là dans votre GHT? On est un peu plus de 10 000. Ouais, alors 10 000 ça tiendrait pas ici, donc voilà. Mais HMT, alors là pareil, j'ai mis la photo en petit de l'équipe derrière, mais c'est important d'être là avec des sensibilités, des regards, des techniciens, des gens qui sont plutôt comme Anaïs, spécialiste de biomécanique, des psychologues, tous beaucoup à l'écoute. Donc on va revenir, si vous voulez bien, sur cette question-là. Et je vois que c'était la question que me posait mon président tout à l'heure, donc comme ça va vous laisser le temps d'y réfléchir, qui était de dire quand même, quand on a un métier complètement équivalent, situation totalement équivalente, on a des gens qui vont bien dedans et d'autres pas. Vous faudrait essayer de regarder pourquoi tout à l'heure. Donc merci à vous tous les deux. On réserve, si vous voulez bien, vos questions peut-être pour la fin du truc, donc gardez-les.